Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter une nouveauté introduite par .NET 9 et C# 13 qui te permet de faire des nouveaux locks et on verra pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette nouvelle façon par rapport à celle qui existe actuellement et que tu utilises probablement. Alors attention, il y a plusieurs façons de faire de la gestion de thread safety en C# et donc ici je vais revenir sur l'approche, on va dire fondamentale que tous les développeurs utilisent et on verra qu'il y a une petite différence. Avant toute chose, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce de l'eau sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne avec ou sans les notifications pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Si tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu peux te rendre sur ma plateforme htstlearning.com, tu as le lien dans la description et également ici à l'écran. Tu trouveras tout mon catalogue de formation en VOD, également le plan de formation en live de ma formation C# avancée où on va dans des sujets assez avancés comme la gestion de la mémoire, le garbage collector, link et ainsi de suite. Sache également qu'il y a une offre promotionnelle en ce moment du 18 mai au 15 juin et que pour tout achat sur ma plateforme d'une formation VOD, tu participes automatiquement à la possibilité de remporter mon pack de 5 livres publiés aux éditions ENI, y compris le tout dernier qui vient juste de sortir, mon livre sur C# 12, les fondamentaux du langage. Je ferme la parenthèse et je te remercie de ton soutien. On parle des locks, tout le monde, grosso modo, qui fait du C# sait comment on fait un log. Je vais créer ici une petite classe. Imaginons ici que je veux une méthode safe. Alors, reposons un petit peu les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une méthode safe? Une méthode safe, c'est-à-dire que tu vas vouloir une portion de ton code qui ne peut être accédée que par un seul thread à la fois. Dans l'immense majorité des cas, .NET est multithread. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs éléments qui vont se faire de façon concurrente et imaginons que dans cette méthode, je veux m'assurer de façon sûre et certaine qu'une portion de mon code, comme par exemple ici, cette ligne, soit appelée par un seul thread à la fois. C'est-à-dire que si on a 5 threads qui rentrent en même temps dans cette méthode, je veux être certain que cette ligne-là ne soit invoquée que par un seul à la fois et que les autres attendent en fait chacun leur tour. On a plusieurs façons de faire ça, mais je vais envie de dire que la façon la plus classique que tout le monde connaît, c'est d'utiliser une instruction lock. Et l'instruction lock nécessite qu'on prenne un verrou sur un objet. Donc ce qu'on va faire généralement, c'est créer ici un objet, public static objet, par exemple, lock est égal à new. Alors, important, pourquoi il est statique? Comme ça, en fait, il est partagé entre tous les threads. Pour faire simple, la façon dont c'est implémenté, c'est que le thread va vérifier si l'objet est déjà verrouillé par un autre. Ce verrou, comme on va le voir plus tard, n'est pas fait de façon managée et donc ce qu'il faut c'est que cet objet soit partagé entre tous les threads. Si tu crées un élément qui est local à une instance bien particulière et que les threads ont chacun une différente instance, ça veut dire grosso modo qu'ils vont pouvoir tous rentrer en même temps et ça servira strictement à rien. Donc généralement on fait un objet statique, comme ça qui dit statique dit partagé entre tous les threads et on va faire un lock dessus. Comment on fait? Grâce à ce sucre syntaxique, le lock. Alors ça pourrait peut-être te surprendre si tu as déjà travaillé avec le lock, ceci n'est qu'un sucre syntaxique. Pour te le montrer, je vais compiler l'application. Alors je vais même la compiler en release pour une bonne raison, c'est qu'en release, je vais avoir du code optimisé et donc ce code optimisé me permet d'être certain de ce qu'on va avoir. Donc je vais ouvrir cette DLL, donc bin release.NET 9, et oui, je suis bien en .NET 9, je vais utiliser l'outil ILSpy qui me permet de décompiler mon application et donc de voir le code IL. Donc je fais glisser ici et donc à cet endroit bien précis, au niveau de my class, ici, on a la méthode safe. Et là, en fait, je peux choisir IL avec C#, mais si je remets C#, en fait, ça va pas m'aider parce que je retrouve mon lock. Et comme je t'ai dit, c'est juste un sucre syntaxique. Donc, ce que fait ILSpy, c'est qu'il retransforme l'IL en C# classique. Donc, je vais mettre IL avec C#. Comme ça, on voit bien mon lock qui est ici. Et ce qu'on voit, c'est intéressant, c'est que ce lock, en tant que tel, n'existe pas au niveau IL. En fait, la seule chose que ça fait, c'est appeler cette méthode-là. System.threading.monitor.enter avec un objet et un booléen, une référence vers un booléen pour être plus précis, donc un ref bool. Et donc, on a tout ça dans un try finally. Et quand on va faire le leave, l'instruction leave qui est ici, pour sortir d'une région qui est protégée, on va faire un monitor.exit de cet objet. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que la gestion du lock, l'espèce de sucre syntaxique que ça représente, fait en fait appel à ce System Threading Monitor Enter. Et si on va dans le code source
donc sur source.dot.net, on va pouvoir trouver dans la classe monitor la méthode enter. Cette méthode enter fait appel à reliable enter, et si on cherche un peu dans la classe et qu'on fait un petit peu attention à tout ce qui est fait, on arrive sur le reliable enter timeout et ainsi de suite, mais surtout ce sur quoi je voulais te montrer, c'est qu'on a le isEntered native. Et en fait ce qui se passe, grosso modo, c'est que tu le vois si je descends un petit peu ici, on a ce fameux Unsupported OS Platform Browser, ce qui tout simplement veut dire que ce n'est pas supporté en Blazor WebAssembly, tout simplement parce qu'on fait appel à des éléments qui vont aller être gérés au niveau du système d'exploitation, c'est-à-dire avec des prises de lock, avec des sémaphores, bref, toute la programmation système qu'on adore tous, bien entendu. Donc ce monitor.enter, c'est l'approche historique. Je te rappelle que l'historique de .NET, ça vient quand même de Windows, et à la base, il y avait beaucoup de petites méthodes comme ça. De moins en moins, on en a maintenant parce qu'ils font de plus en plus de choses en manager pour la performance et pour le multiplateforme, mais à la base, .NET se servait de fonctionnalités de l'OS, typiquement de Windows, pour faire, en l'occurrence, de la synchronisation de threads, ce qui typiquement est une problématique que l'OS gère très bien. Pour Linux, macOS et les autres, on a des équivalents, des appels au niveau de l'OS qui nous permettent de faire ça, mais là en l'occurrence ça commence à poser des problèmes parce qu'on a Blazor WebAssembly qui n'est pas supporté, et je pense que ça pose aussi des problèmes pour la maintenabilité et l'évolutivité selon les différentes plateformes, parce que forcément il va falloir avoir l'équivalent côté OS. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils ont simplement dit on va sortir de ce monitor.enter en introduisant une nouvelle classe qui va être un lock manager, donc ce qui veut dire, quand je dis manager, ça veut dire qu'elle va être gérée par le runtime.net avec tout ce que ça implique. Et pour ne pas que ça change drastiquement le code, on va faire en sorte que le sucre syntaxique du lock vérifie si ce nouvel objet est utilisé ou pas. Ce nouvel objet, c'est tout simplement la classe log dans system.threading.log qui n'est proposé que en .NET 9, actuellement en preview, et en C# 13. Alors là, j'ai une erreur de compilation, tout simplement parce que c'est en preview. Donc il faut que j'aille modifier mon fichier projet, et que je mette ici le enable preview features à true. Et une fois que j'ai fait ça, on peut le voir, l'erreur de compilation disparaît. Donc, ce lock, c'est une classe. Si je vais à la définition, c'est une classe partielle qui nécessite actuellement encore les fonctionnalités en preview. Donc, à mon avis, ce sera finalisé pour .NET 9, mais peut-être que à cause de certains cas, ce sera plus pour .NET 10, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, on a déjà une première preview. Et que fait ce lock? En fait, il va tout faire à un niveau manager local, ce qui veut dire que ce sera du coup compatible Blazor WebAssembly. Alors petit spoiler, pourquoi est-ce que cet effort a été fait maintenant? Tout simplement parce que Blazor WebAssembly repose donc sur le runtime WebAssembly, et WebAssembly dans sa version actuelle, la version 1, est monothread comme JavaScript. Et avec .NET 9, peut-être même .NET 10, je ne sais pas encore, Microsoft travaille à mettre en place un système de multithreading qui va utiliser en fait WebAssembly et qui va nous permettre d'avoir du multithread réel en WebAssembly. Donc concrètement, si tu passes d'un système monothread où tu n'as pas de problème du coup avec des accès concurrents, à un système multithread, et que dans ce système multithread, tu n'as pas accès à un verrou de protection multithread qui soit géré sur la plateforme Blazor WebAssembly en code manager, t'es un peu dans le caïca, pardonnez-moi l'expression, parce que du coup tu peux pas créer de code safe. Et je suis certain que dans le framework, il y a des endroits où il faut créer du code safe, parce que sinon les algorithmes partent complètement en vrille. Donc là, ce qu'on a là, la présentation de cette nouvelle classe, de cette nouvelle fonctionnalité, ça sent super bon pour l'arrivée du multithreading Blazor WebAssembly en .NET 9. Je ferme la parenthèse. Que fait en fait ce lock? Il va faire un enter, on voit qu'il va utiliser la gestion du thread manager pour récupérer l'ID et faire en sorte que on gère tout ça avec la partie manager, mais surtout on a ce enter scope qui renvoie à un scope qui est une ref struct. Donc en plus de ça, c'est assez optimisé au niveau de la mémoire. La ref struct, j'ai expliqué en long et en large dans une vidéo privée qu'est-ce que c'est et pourquoi, comment l'utiliser et quels sont les pièges à éviter. Si ce contenu t'intéresse, tu as ma collection de vidéos privées pour tout achat sur ma plateforme ou tout abonnement sur ma plateforme. Et si tu ne souhaites pas rejoindre ma plateforme, tu peux également devenir membre premium de la chaîne. Sous la vidéo, tu trouveras un bouton rejoindre ou autre qui va te permettre de devenir un membre premium de la chaîne et d'avoir accès à ces vidéos privées. Et en fait, ce scope va être utilisé pour créer le verrou de façon optimisée en gestion managée. Alors concrètement, ce qui est magique, c'est que là, ça ne change rien. On pourrait se dire, mais en fait,
ça n'a pas du coup créé vraiment d'amélioration de mon code parce que je garde le sucre syntaxique lock et je vais donc locker sur l'instance de cet objet. C'était l'équivalent de object avant, donc ça ne va rien changer. Laisse-moi juste recompiler en release. Je vais remettre ILSpy ici et donc tout supprimer pour prendre la toute dernière version que je viens juste de recompiler. Et là en fait, si on va voir l'implémentation de méthode safe, tu remarqueras que le même sucre syntaxique ne génère plus du tout un monitor pointer, mais va créer un enter scope avec un dispose du scope. Donc en fait, tu remarques ici, on a même moins d'instructions IL que ce qu'on avait avec le monitor pointer, mais surtout, tout est managé et donc portable sur toutes les plateformes sans aucun problème. C'est donc une avancée au sens gestion de la mémoire, au sens C# qui ne change rien à l'usage que tu en fais. Tout simplement parce que le compilateur s'est rendu compte que l'instruction lock que tu utilise ce nouvel objet lock et donc va appeler les méthodes de ce nouvel objet lock, notamment le enter scope et le dispose. Tu pourrais tout à fait le faire à la main si tu préfères, mais ce qui est bien, c'est que pour le coup, si tu souhaites utiliser cette nouvelle façon de faire des locks qui ne dépend plus d'appels un petit peu entre guillemets ésotériques au système d'exploitation et ainsi de suite, et rester totalement en manager, tu peux tout simplement changer ton objet de lock de object à lock quand tu seras en .NET 9 ou .NET 10, et ça ne changera rien du tout à la syntaxe d'exploitation. Alors je sais que certains d'entre vous se posent la question parce que je suis toujours très axé performance. J'ai fait tourner un benchmark, donc je ne le mettrai pas ici, et je n'ai vu aucune différence de performance entre le monitor pointer et le lock. C'était vraiment anodin la petite différence qu'il y avait. Je tiens cependant à préciser que là, on est sur une version preview, donc potentiellement, il va y avoir des améliorations. Je ne suis pas certain que le premier objectif de Microsoft, dans le cas précis ici, soit d'améliorer les perfs, mais vraiment d'avoir un système de verrou interthread qui soit multiplateforme et managé à 100% pour plus prendre la tête avec le monitor pointer. Pour moi, c'est clairement ça l'objectif plutôt que la performance. On sera peut-être agréablement surpris quand la version finale sortira d'avoir un petit gain de perf. Donc, dorénavant, si tu migres en .NET 9 ou .NET 10 et que tu utilises le sucre syntaxique lock, pense simplement à changer tes objects avec la classe lock introduite dans le framework pour bénéficier de ce nouveau mode de verrou interthread. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo si c'est le cas, et dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour de Techno.net.